Et à l'international, c'est une avancée notable dans la composition de l'échiquier géopolitique mondial que nous avons appris cette nuit. En effet, les États-Unis devraient annoncer aujourd'hui leur soutien à la création de 2 sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, et ce pour les États africains. Et ils devraient également soutenir la constitution d'un siège à tour de rôle pour les petits États insulaires en développement. Cette décision intervient alors que Washington cherche à reconstruire des liens désormais fragiles avec l'Afrique, où de nombreux pays sont notamment mécontents du soutien de Washington à la guerre d'Israël à Gaza. En outre, les États-Unis veulent renforcer leurs liens avec les nombreux pays insulaires du Pacifique pour notamment ralentir l'expansion chinoise dans la région. La volonté d'obtenir 2 sièges permanents pour l'Afrique et un siège tournant pour les petits États insulaires en développement s'ajoute au soutien de longue date de Washington à l'Inde, au Japon et à l'Allemagne pour qu'ils obtiennent également des sièges permanents au Conseil. Pour autant, selon l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, Washington ne souhaite pas qu'un droit de vote soit accordé à un pays au-delà des 5 membres qui en disposent actuellement, c'est-à-dire la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Toujours à l'international, les négociateurs du Hamas ont réitéré hier, mercredi 11 septembre, leur volonté de mettre en œuvre un cessez-le-feu immédiat avec Israël dans la bande de Gaza, et ce sur la base d'une proposition américaine antérieure, et ce surtout sans nouvelles conditions de la part de l'une ou de l'autre des parties. La proposition mentionnée par le Hamas, présentée par le président américain Joe Biden en juin dernier, prévoyait un cessez-le-feu en 3 phases en échange de la libération des otages israéliens. Mais jusqu'à présent, les pourparlers n'ont pas permis de parvenir à un accord pour mettre fin à cette guerre qui dure depuis, vous le savez, près d'1 an. Guerre qui a fait 1200 morts et 250 otages selon les chiffres israéliens. L'offensive israélienne qui a suivi les attaques terroristes du 7 octobre dernier a fait, elle, jusqu'à présent, au moins 41 084 morts et 95 029 blessés parmi les Palestiniens selon des chiffres du ministère de la Santé de Gaza. Après un débat musclé, Kamala Harris semble avoir pris le dessus sur Donald Trump. Pour autant, les démocrates et l'ensemble des observateurs ont-ils retenu la leçon tirée de l'échec de la défaite d'Hillary Clinton aux élections présidentielles américaines en 2016 ? Hier, en effet, pour son premier débat et peut-être le seul entre les 2 adversaires, la candidate démocrate a semblé parfaitement préparée face à un Donald Trump sur la défensive. Bien que Trump a affirmé avoir remporté le débat, ils sont nombreux dans le camp républicain à avoir exprimé publiquement leur frustration et leur mécontentement. C'est le cas, par exemple, du sénateur républicain Lindsey Graham pour la Caroline du Sud, un fidèle allié de Donald Trump qui a qualifié le débat d'occasion manquée. Notons hier, par ailleurs, que les actions du groupe média de Donald Trump se sont effondrées en bourse après le débat présidentiel, une chute intervenue alors que différents bookmakers ont revu à la baisse les chances de victoire de Trump à la présidentielle à 47% contre 51% pour la candidate démocrate. Je vous rappelle en effet que Trump Media and Technology Group a perdu plus de 10% à la clôture des marchés aux États-Unis. Sur le plan monétaire, le scénario d'une baisse de taux progressive de la Fed se renforce, puisqu'en effet, l'inflation américaine, selon des données publiées hier par le département du travail, a de nouveau ralenti en août pour atteindre un nouveau plus bas de 3 ans, mais pas dans toutes ses composantes, et c'est bien là que le bas blesse. Elle est en effet tombée à 2,5% sur 1 an contre 2,9% en juillet, prolongeant ainsi sa décrue observée depuis 5 mois. En séquentiel, le CPI global a augmenté de 0,2%, la même évolution que le mois précédent et conforme à ce qui était modélisé dans sa dimension corps, c'est-à-dire dépouillée de ses composantes les plus volatiles. Elle est restée stable à 3,2% d'une année sur l'autre, mais elle a accéléré d'un mois sur l'autre pour atteindre 0,3% contre 0,2% attendu. La surprise vient de la composante logement qui a grandement contribué à la hausse du CPI Core, ce qui devrait inciter les responsables de la Fed à effectuer un pivot en douceur, ce qui renforce donc l'hypothèse d'une baisse d'1/4 de point de pourcentage à l'issue de sa réunion de politique monétaire le 18 septembre prochain.
Selon l'outil FedWatch, le consensus estime désormais à 83% une baisse de 0,25% contre 0,5% contre 0,5% pour un consensus qu'il a modélisé donc à 17%. Enfin, sur le plan microéconomique, les grandes manœuvres sont en cours dans le secteur bancaire et nourrissent l'espoir d'une consolidation du secteur en Europe après la prise de participation surprise de 9% de Commerzbank dans le capital de Commerzbank par Unicredit. Suite à cette offre hostile de son concurrent, le conseil d'administration de Commerzbank s'est réuni hier et a réfléchi à une stratégie de défense, d'autant plus que selon certaines rumeurs, l'offre d'Unicredit pourrait être rehaussée au-delà de 9,9%. Toujours est-il que selon les observateurs, Commerzbank serait plutôt dans l'optique de conserver son indépendance. Avant de voir ce qu'il s'est passé sur la planète financière, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui et les marchés européens qui sont annoncés en forte hausse à l'ouverture seront attentifs à la conférence de presse de la Banque Centrale Européenne sur sa politique monétaire en zone euro. Je vous rappelle que le consensus anticipe largement une baisse de 25 points de base de ses taux directeurs. Par ailleurs, la communauté financière sera également attentive à la publication outre-Atlantique de l'évolution des prix à la production aux États-Unis à 14h30, mais également aux nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, toujours aux États-Unis. Regardons maintenant ce qui s'est passé sur les principales places financières de la planète hier et en Europe. Alors que les craintes d'une inflation endémique aux États-Unis ont de nouveau envahi l'esprit des investisseurs, les principales places financières ont clôturé en ordre dispersé hier. Le CAC 40 a ainsi reculé de 0,14% à 7396 points. Le FTSE s'est lui replié de 0,15% à 18 327 points. Quant au DAX, le FTSE lui s'est replié de 0,15%. Seul le DAX a réussi à se maintenir en territoire positif porté par le projet de fusion d'Unicredit avec Commerzbank. Le DAX a gagné 0,34% à 18 327 points. Aux États-Unis, après un début de séance teinté de pessimisme suite à la publication du CPI américain, Wall Street a fini par clôturer dans le vert. Les investisseurs profitant d'achats à bon compte. Le Dow Jones a ainsi gagné 0,31% à 40 861 points. Le S&P 500 s'est apprécié de 1,07% à 5 554 points. Quant au Nasdaq, il s'est lui étoffé, tenez-vous bien, de 2,17% à 17 395 points. En Asie, cette nuit, la faiblesse du yen et l'intérêt retrouvé par les investisseurs pour le secteur de la tech ont été une aubaine, puisque le Nikkei s'est apprécié de 3,41% à 36 833 points. Sur le marché des taux souverains en zone euro, le rendement du Bund à 10 ans a reculé de près de 5 points de base à 2,099%. Le rendement du Bund à 2 ans a lui reculé de 5 points de base, passant de 2,201% à 2,151%. En France, le AT10 a reculé d'un peu moins de 4 points de base pour clôturer à 2,817%, alors que le rendement à 2 ans a lui cédé 5,3 points de base à 2,397%. À l'heure de la clôture à Wall Street, les bons du Trésor américain à 10 ans prenaient un peu moins de 3,2 points de base à 3,653%, alors que ceux à 2 ans s'appréciaient de plus de 1 point de base à 3,643%. Notons que le spread, c'est-à-dire l'écart entre ces deux rendements, se réduit de plus en plus. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont rebondi hier, soutenus par des achats à bon compte et par l'arrivée imminente de l'ouragan Francine en Louisiane, une région qui compte de nombreuses raffineries et lieux de stockage. Notons à ce sujet que le groupe BP a suspendu la production sur son site de Port-Allen sans pour autant craindre de dégâts majeurs. Dans cet environnement, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison novembre s'est apprécié de plus de 2% pour clôturer à 70,61 $. Quant à son homologue américain, le baril de West Texas Intermediate avec échéance octobre, il a lui progressé de 2,37% pour clôturer à 67,31 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 12 septembre 2024 et juste après, comme convenu, nous retrouverons Éric Seban et son Chronodax. À tout de suite sur Téléfinance.